Carole ne veut que ses enfants sur le portrait de famille, a dit papa. Ses amis le verront. Tu compliquerais le récit. Tout le monde était d'accord. J'ai raccroché. J'ai envoyé un texto à mon gestionnaire de portefeuille, retirer tout le capital du groupe Dubois Restauration. Le téléphone de papa a sonné. L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau à La Défense. Sophie, c'est papa. Sa voix avait ce ton prudent qu'il utilisait quand il était sur le point de demander quelque chose ou, dans ce cas, de me désinviter de quelque chose. Salut, papa. Alors, Carole et moi faisons des portraits de famille professionnels ce week-end pour les cartes de vœux. Tu sais, un photographe très haut de gamme, une installation coûteuse. J'ai attendu. Il y avait toujours un « mais » qui arrivait. Le fait est que Carole a une vision très spécifique. Elle veut que les photos montrent une unité familiale cohérente. Ses enfants correspondent à cette image classique de famille recomposée. Ses amis sont tous des gens très prospères. Ils recevront ces cartes, des membres du club de polo, des associés, des gens de ses conseils d'administration caritatifs. Je vois, ai-je dit doucement. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel. C'est juste que Carole pense que ta présence sur les photos compliquerait le récit qu'elle essaie de présenter. Tu sais comment ces choses fonctionnent. L'image compte dans ces cercles. J'ai regardé le panorama de la ville par la fenêtre de mon bureau. 23 étages plus bas, les gens se déplaçaient comme des fourmis dans leur vie, ignorant que quelque part au-dessus d'eux, une fille était en train d'être effacée du portrait de famille de son père. Ces cercles, ai-je répété. Ne le prends pas mal, ma chérie. Tu seras toujours ma fille. C'est juste pour les cartes. Carole a travaillé très dur pour bâtir sa position sociale, et ses photos sont importantes pour cela. Tu voudrais qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Carole. Stéphane, dis-lui que ce n'est rien de personnel. Nous ferons une photo décontractée avec elle une autre fois. Tu as entendu ça, a dit papa d'un ton enjoué. Nous pouvons faire notre propre photo une autre fois. Juste toi et moi. De façon décontractée. Sans pression. La voix de mon frère s'est jointe au cœur en arrière-plan. Papa, dis-lui simplement. Nous avons réservé le photographe pour 3 heures, et nous sommes déjà en retard sur l'horaire. Marc est d'accord. C'est la meilleure approche, a ajouté papa. C'est vraiment juste une décision pratique, Sophie. J'avais 28 ans. J'avais une maîtrise en finance de HEC Paris. Je gérais un portefeuille d'investissement privé d'une valeur de près de 40 millions d'euros. Je siégeais au conseil d'administration de 3 entreprises prospères. Le magazine Forbes m'avait présenté dans son numéro « 30 de moins de 30 ans » il y a 6 mois. Et mon père était en train de me désinviter des photos de famille parce que sa nouvelle femme pensait que je compliquerais le récit. Sophie, tu es toujours là. Je suis là. Alors, tu comprends? Sans rancune. J'ai pensé aux 4 dernières années, l'exclusion progressive, l'effacement lent. Papa avait épousé Carole 18 mois après la mort de maman. Carole était venue avec 2 enfants parfaits, Hugo, 25 ans, et Chloé, 23 ans. Tous 2 travaillant dans la finance, tous 2 impeccables et professionnels. Tous 2 exactement le genre de progéniture réussie qui rendait bien sur les cartes de vœux du club de polo. J'avais été patiente. J'avais été compréhensive. J'avais regardé Carole redécorer la maison dont maman avait choisi chaque détail. J'avais souri poliment lorsque Carole organisait des fêtes où je n'étais pas invité parce que la liste des invités est si sélecte. J'avais accepté d'être désinvité du dîner d'anniversaire de papa parce que Carole voulait, juste la famille immédiate, une catégorie qui incluait apparemment ses enfants adultes, mais pas les siens. Sophie, la voix de papa s'est légèrement durcie. J'ai besoin d'une réponse. Le photographe attend. Bien sûr, papa. Je comprends parfaitement. Merveilleux. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Tu as toujours été si facile à vivre. Pas comme. Enfin, peu importe. Je t'appellerai la semaine prochaine. D'accord, bien sûr. Je t'aime, ma chérie. J'ai raccroché. Un instant, je suis resté complètement immobile, le téléphone à la main, fixant le vide. Puis,
J'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai tapé un message à Jacques Renaud, mon gestionnaire de portefeuille chez Fortuna Gestion. Jacques, retirez tout le capital du groupe Dubois Restauration immédiatement. Liquidation complète. Exécutez aujourd'hui. Sa réponse est arrivée en 30 secondes. Confirmation du retrait complet de l'investissement de 3,8 millions d'euros du GDR. Cela déclenchera la clause de protection des investisseurs minoritaires et forcera probablement une restructuration. J'ai tapé, confirmé. Exécutez maintenant. Fait. L'avis de retrait est envoyé au directeur du GDR immédiatement. J'ai posé mon téléphone sur mon bureau et je suis retourné à mes rapports trimestriels. 60 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore, et encore, et encore. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre ce que mon père ne savait pas à mon sujet. Après la mort de maman, j'avais hérité de toute sa succession. Elle avait été une investisseuse brillante, bien qu'elle l'ait gardé secret. Papa avait toujours été le visage public du succès avec sa carrière dans la gestion de restaurants, mais maman avait été celle qui avait réellement bâti la fortune. Elle avait commencé avec un petit héritage de ses parents et l'avait transformé en un portefeuille à 8 chiffres grâce à des investissements stratégiques et prudents. Elle m'avait tout laissé, non pas parce qu'elle n'aimait pas papa, mais parce qu'elle le connaissait. Elle savait qu'il se remarierait rapidement, il ne supportait pas d'être seul. Elle savait qu'il voudrait impressionner sa nouvelle femme. Elle savait qu'il prendrait des décisions financièrement irresponsables pour maintenir un style de vie qui paraissait réussi plutôt que de construire une richesse réelle. Protège ça, m'avait-elle dit lors de l'une de nos dernières conversations. Ne dis à personne combien il y en a ni à ton père, ni à ton frère. Fais-le fructifier avec soin. Et Sophie, investis dans des choses qui comptent pour toi. Si quelqu'un ne t'estime pas à ta juste valeur, ne le laisse pas bénéficier de tes ressources. J'avais suivi son conseil. J'avais vécu modestement. J'avais conduit une Renault Clio de 10 ans. J'avais porté des vêtements de chez Monoprix. J'avais occupé un emploi régulier d'analyste financière dans une entreprise de taille moyenne, même si je n'avais pas besoin du revenu. Pour tous ceux qui me connaissaient, j'étais juste Sophie. La douce et tranquille Sophie, qui n'avait jamais tout à fait été à la hauteur de son père et de son frère si brillants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'investissais l'argent de maman avec brio. J'avais créé un fonds d'investissement anonyme. J'avais noué des partenariats avec des entreprises émergentes. J'avais fourni des capitaux à des entreprises qui avaient besoin du soutien de quelqu'un qui comprenait la valeur à long terme plutôt que le tape à accent grave-l'œil à court terme. L'une de ces entreprises avait été le groupe Dubois Restauration. Il y a 3 ans, papa avait quitté son poste de direction dans une chaîne de restaurants pour lancer sa propre société de conseil en restauration. Il s'était associé à 2 autres vétérans de l'industrie. Ils avaient besoin de capitaux pour se développer. Ils cherchaient des investisseurs. Je les avais observés dans l'ombre présenter leurs projets à diverses sources de financement. La plupart les avaient refusés. Le marché était saturé. Leur plan d'affaires était correct, mais pas exceptionnel, et il manquait des réserves de capital pour résister à la volatilité du secteur. Puis, un investisseur anonyme s'était manifesté par l'intermédiaire de Fortuna Gestion. L'investisseur offrait 3,8 millions d'euros en échange d'une participation de 15% au capital et d'un siège au conseil consultatif, à occuper par un représentant désigné. Les conditions étaient généreuses, presque trop généreuses. Papa et ses partenaires avaient accepté immédiatement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la représentante désignée qui assistait à leur réunion trimestrielle du conseil à distance, une femme à la voix vive nommée Jeanne Martin, était en fait ma colocataire de la faculté de droit agissant en mon nom. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur mystérieux bienfaiteur était la fille que papa oubliait sans cesse d'inviter aux événements familiaux. Pendant 3 ans, j'avais regardé l'entreprise grandir. J'avais fourni des conseils stratégiques par l'intermédiaire de Jeanne. Je les avais mis en contact avec des fournisseurs que je connaissais grâce à d'autres investissements. Je les avais aidés à traverser la pandémie en suggérant des changements d'orientation vers la vente à emporter et la livraison qui avaient sauvé leurs clients. Le groupe Dubois Restauration gérait maintenant des contrats de conseil pour 17 chaînes de restaurants régionales. Ils employaient 42 personnes. Ils avaient fait l'objet d'un article dans le magazine L'Hôtellerie-Restauration. Ils avaient du succès, et papa n'avait aucune idée que sa fille si facile à vivre avait rendu tout cela possible.
Mon téléphone a continué de sonner tout l'après-midi. D'abord papa, puis Marc, mon frère, qui travaillait au groupe Dubois Restauration en tant que directeur des opérations, un poste qu'il avait obtenu non pas par mérite, mais par l'insistance de papa, gardez ça en famille. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. À 16h47, le téléphone de mon bureau a sonné. Mon assistant, Kevin, m'a interpellé. Sophie, il y a un certain Stéphane Dubois en ligne. Il dit que c'est votre père. Il dit que c'est urgent. Pas disponible. Il dit que c'est une urgence. Toujours pas disponible. À 18h15, mon téléphone portable personnel a sonné d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Sophie, enfin. C'était Marc. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tu as parlé à papa aujourd'hui? Brièvement. Il a dit quelque chose pour te contrarier? Parce que nous avons une situation majeure ici. J'en suis sûr. Sophie, ce n'est pas drôle. Notre plus gros investisseur vient de se retirer. 3,8 millions d'euros, envolés, comme ça. Les avocats deviennent fous. Nous avons des contrats d'expansion que nous ne pouvons plus honorer maintenant. Nous pourrions devoir licencier des gens. Papa perd la tête. Ça a l'air stressant. C'est tout ce que tu as à dire, Sophie? Ça pourrait détruire l'entreprise. Ça pourrait détruire la réputation de papa. Nous avons besoin. Nous avons besoin que tu lui parles. Il est à peine cohérent. Il n'arrête pas de dire qu'il ne comprend pas pourquoi cela arrive. Peut-être que tu pourrais, je ne sais pas, être un soutien en ce moment. J'ai presque ri. Être un soutien. Moi, la fille qui n'était pas assez bien pour le portrait de famille. Marc, je suis sûr que papa a Carole pour le soutenir. Et ses enfants si brillants. Ils rendent si bien en photo ensemble. Silence. Puis, attends. C'est à propos de l'histoire de la photo? Au revoir, Marc. Sophie, attends. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu es contrariée pour une stupide photo de famille. C'est pour ça que tu... Il s'est arrêté. Attends, comment serais-tu au courant du retrait de l'investisseur? Cette information n'est pas encore publique. Nous venons de l'apprendre il y a 2 heures. Comment? J'ai raccroché. À 20h30, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Papa et Marc se tenaient dans le couloir, tous deux l'air débraillés et affolés. Je n'ai pas ouvert la porte. Sophie, s'il te plaît, la voix de papa était étouffée par la porte. Je sais que tu es à la maison. Ta voiture est dans le garage. S'il te plaît, nous devons parler. Silence. Sophie, je suis désolé pour l'histoire de la photo. Carole était juste. Elle devient anxieuse avec ses choses sociales. Ce n'était pas personnel. Tu sais que je t'aime. Plus de silence. La voix de Marc. Sophie, allez. Ne sois pas puérile. Quoi qu'il se passe, nous pouvons en parler comme des adultes. Mais en ce moment, nous avons une vraie crise. Et vous avez besoin que je la règle, ai-je crié à travers la porte. Silence de leur côté. Sophie, la voix de papa était plus basse. Ma chérie, est-ce que tu sais quelque chose sur cette situation avec l'investisseur? L'investisseur qui voulait juste une unité familiale cohérente, ai-je demandé. L'investisseur qui ne correspondait pas au récit? Cet investisseur-là. J'ai entendu la brusque inspiration de papa. Sophie, ouvre cette porte. Pourquoi? Suis-je soudainement assez bien pour être incluse dans quelque chose? Sophie Dubois, tu ouvres cette porte tout de suite. Ou quoi, papa? Tu me désinviteras d'autres événements familiaux? Oh, attends. Tu ne peux pas me désinviter de quelque chose auquel je n'ai jamais été invité en premier lieu. La voix de Marc. Oh mon Dieu. Sophie, es-tu l'investisseur? Toi? C'est impossible, a dit papa. Sophie travaille comme analyste. Elle conduit une Renault Clio. Marc, c'est impossible. Alors vous n'avez rien à craindre, ai-je dit calmement.
Je suis sûr que votre véritable investisseur reconsidérera sa décision. Peut-être si vous lui envoyez un très joli portrait de famille. Très cohérent. Excellent récit. Sophie. Bonne nuit, papa. Dis bonjour à Carole de ma part. Dis-lui que j'espère que les photos seront magnifiques. Je suis sûr qu'elles le seront, maintenant qu'elles ne seront plus compliquées par ma présence. Je me suis éloigné de la porte. Derrière moi, j'ai entendu papa dire « Elle ne peut pas l'être ». Ce n'est pas possible. Marc, ta sœur a un travail normal. Elle n'a jamais montré le moindre intérêt pour. Papa, a interrompu Marc. Quand est-ce que tu as vraiment parlé à Sophie pour la dernière fois? Jean, vraiment parlé? Lui as-tu demandé comment allait sa vie? Silence. Ouais, a dit Marc doucement. C'est bien ce que je pensais. Leurs pas se sont finalement estompés dans le couloir. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de Jeanne Martin, me mettant en copie de la documentation de retrait officielle envoyée au groupe Dubois Restauration. La chaîne de courriel ci-dessous montrait la panique. De papa, nous devons parler immédiatement à l'investisseur principal. Ce retrait va dévaster nos plans d'expansion. Nous pouvons sûrement négocier des conditions qui conviennent à tout le monde. De Jeanne, les décisions d'investissement de ma cliente sont finales. Conformément aux termes de votre accord initial, le retrait est autorisé avec un préavis de 48 heures. Ce préavis a été fourni. De Marc, pouvez-vous au moins nous dire pourquoi? Que avons-nous fait de mal? Nos indicateurs de performance ont été excellents. De Jeanne, ma cliente a investi dans votre entreprise sur la base de certaines valeurs et principes. Les actions récentes de la direction ont démontré un désalignement avec ces valeurs. Ma cliente préfère investir dans des entités qui comprennent l'importance de la famille, de la loyauté et de l'inclusion. De papa, s'il s'agit de ma fille, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons l'inclure dans les événements de l'entreprise. Nous pouvons. De Jeanne, les décisions de ma cliente ne sont pas transactionnelles. Ce n'est pas une négociation. Le retrait est maintenu. J'ai fermé le courriel et je suis allé me faire un café. Au cours de la semaine suivante, les choses ont empiré. Les contrats d'expansion du groupe Dubois Restauration sont tombés à l'eau. Ils n'ont pas pu obtenir de financement alternatif dans un délai aussi court. Ils ont dû retarder 3 projets clients majeurs. 2 de leurs concurrents se sont immédiatement précipités pour récupérer ces contrats. Les publications de l'industrie ont commencé à poser des questions. Qu'est-il arrivé à l'investisseur mystère du GDR? Au cœur du bouleversement soudain chez le groupe Dubois Restauration. Papa a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Marc a envoyé 12 messages textes, allant de la colère à la supplication. Je n'ai pas répondu. Carole m'a envoyé un message sur Facebook, je ne sais pas ce que votre père a fait pour vous contrarier, mais punir son entreprise semble excessif. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour un café et en discuter comme des adultes matures. Je l'ai bloqué. Le vendredi soir, exactement une semaine après l'appel téléphonique concernant les photos de famille, ma sonnette a retenti. Cette fois, c'était juste papa, seul. J'ai vérifié la caméra. Il avait l'air terrible, épuisé, vieilli. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés. Je peux entrer, a-t-il demandé doucement. Je me suis écarté. Nous nous sommes assis dans mon salon, moi sur le canapé, lui dans le fauteuil en face de moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. C'est vraiment toi, a-t-il finalement dit. L'investisseur. Depuis tout ce temps. Oui. 3,8 millions d'euros? En fait. Comment, Sophie? Comment as-tu? Où as-tu? Maman m'a tout laissé, ai-je dit simplement. Tout son portefeuille. Savais-tu qu'elle valait plus de 8 millions d'euros à sa mort? Son visage est devenu blême. C'est impossible. Ta mère travaillait à temps partiel. Elle. C'était une investisseuse brillante. Elle ne s'en vantait simplement pas. Elle a bâti sa fortune discrètement, prudemment, stratégiquement. Et elle m'a tout laissé parce qu'elle savait. Je me suis arrêté. Savais quoi? Elle savait que tu te remarierais vite. Elle savait que tu voudrais impressionner ta nouvelle femme. Elle savait que tu prendrais des décisions basées sur l'image plutôt que sur le fond.
Elle me protégeait, et elle protégeait son héritage. Papa s'est affalé dans son fauteuil, comme si je l'avais frappé. J'ai passé 4 ans à te regarder m'effacer, ai-je continué lentement, petit à petit. D'abord, c'était, Carole a besoin de temps pour s'adapter. Puis c'était, les enfants de Carole ont du mal avec la dynamique de la famille recomposée. Puis c'était, peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas pour Noël cette année. La famille de Carole est très traditionnelle. Puis c'était, nous organisons un petit dîner d'anniversaire, juste la famille immédiate, Sophie. Et à chaque fois, je me disais que c'était temporaire, que tu te souviendrais un jour que j'existais. Que j'importerais à nouveau. Mais ça n'a fait qu'empirer. Sais-tu ce que ça fait de voir ton père te remplacer? De le voir poster des photos avec sa nouvelle famille comme si son ancienne famille n'avait jamais existé? Les photos de famille ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, papa. Non pas parce que je tiens à être sur une carte de vœux, mais à cause de ce que tu as dit, tu compliquerais le récit. C'est ce que je suis pour toi maintenant. Une complication. Quelque chose qui ne correspond pas à l'histoire que tu essaies de raconter aux amis du club de polo de Carole. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. C'est exactement ce que tu voulais dire. Je ne corresponds pas à l'image de succès que tu veux projeter. Je conduis une vieille voiture. Je porte des vêtements de chez Monoprix. J'ai un travail normal. Je ne suis pas assez impressionnante pour les cercles sociaux de Carole. Je suis une source d'embarras. Non. L'ironie, papa, c'est que je suis probablement plus prospère que n'importe qui au club de polo de Carole. Je n'ai juste pas besoin de le crier sur tous les toits. Je n'ai pas besoin de vêtements de marque, de voitures de luxe et de séances photos professionnelles pour prouver ma valeur. Maman m'a appris que la vraie richesse est discrète. Le vrai succès n'a pas besoin de validation. Il pleurait ouvertement maintenant. Je finance ton entreprise depuis 3 ans, ai-je continué. Je t'ai mis en contact avec des fournisseurs. Je t'ai aidé à traverser la pandémie. J'ai guidé ta stratégie par l'intermédiaire de Jeanne. Je t'ai rendu prospère, et tu ne savais même pas que j'existais. Sophie, s'il te plaît. Je ne veux pas de tes excuses, papa. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Tu as choisi une femme que tu connais depuis 5 ans plutôt que la fille que tu connais depuis 28 ans. Tu as choisi l'image plutôt que le fond. Tu as choisi le récit de Carole plutôt que ton propre enfant. Carole ne m'a pas désinvité des photos de famille. C'est toi qui l'as fait. Carole n'a pas décidé que j'étais une source d'embarras. C'est toi. Tu ne peux pas blâmer ta nouvelle femme pour tes propres échecs en tant que père. Il a enfoui son visage dans ses mains. Nous sommes restés en silence. Je vends la maison, a-t-il finalement dit, la voix étouffée. Nous ne pouvons pas nous permettre l'hypothèque sans les revenus projetés de l'entreprise. Carole est furieuse. Ses enfants déménagent, ils ne supportent pas la tension. Marc cherche d'autres emplois parce qu'il dit qu'il ne peut plus travailler pour moi, pas après ce que je t'ai fait. Je n'ai rien dit. Est-ce que ça en valait la peine, a-t-il demandé en levant les yeux. Détruire mon entreprise, détruire mon mariage, détruire notre famille. Ta vengeance valait-elle tout ça? J'ai croisé son regard. Je n'ai rien détruit, papa. J'ai juste arrêté de le financer. Il y a une différence. Tu as bâti une entreprise sur mon argent tout en m'excluant de ta vie. Tu as bâti une nouvelle famille sur la mémoire de ma mère tout en m'effaçant de ton récit. J'ai simplement retiré mon soutien. Ce qui s'est effondré n'a jamais été vraiment stable, au départ. Alors c'est tout? Tu en as juste fini avec moi. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. En ce moment, j'en ai fini d'être traité comme si je n'étais pas assez bien. J'en ai fini d'être effacé. J'en ai fini d'être la fille que tu aimes, bien sûr, mais seulement quand c'est pratique. Seulement quand ça ne complique pas le récit. Il s'est levé lentement, l'air brisé. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit à la porte, je suis désolé. Je n'ai pas vu ce que je faisais. Je ne t'ai pas vu. Je voulais juste. Je voulais que Carole soit heureuse. Je voulais qu'elle se sente en sécurité. Je voulais. Tu voulais la voie de la facilité, ai-je terminé. Tu voulais être le héros de l'histoire de ta nouvelle femme, même si cela signifiait devenir le méchant dans la mienne. Il a tressailli.
Je vais y aller. Papa, il s'est retourné. La séance photo. Comment ça s'est passé? Son rire était amer. Carole l'a annulé. Il s'avère que ses amis n'étaient pas aussi impressionnés par notre famille recomposée une fois qu'ils ont découvert que mon entreprise s'effondrait et que ma fille était celle qui la maintenait à flot. Drôle comme ça marche. Après son départ, je suis restée assise dans le silence de mon appartement. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jeanne. L'entreprise propose de racheter ta participation avec une perte de 40%. Ils sont désespérés. Que veux-tu faire? J'ai pensé à maman, à ce qu'elle m'avait appris, sur l'investissement stratégique et la pensée à long terme, et sur le fait de savoir quand garder et quand se coucher. J'ai tapé « contre-offre ». Je réinvestirai les 3,8 millions d'euros sous de nouvelles conditions. J'obtiens 30% du capital, un siège au conseil d'administration avec droit de vote, et un pouvoir de veto sur toutes les décisions majeures. Non négociables. Ils ont 48 heures pour accepter. Réponse de Jeanne, c'est agressif. Ils refuseront probablement. Moi, alors ils s'effondreront. Dans tous les cas, je gagne. Soit j'obtiens un pouvoir réel dans une entreprise que je finance, soit j'arrête de gaspiller des ressources pour des gens qui ne m'estiment pas. Maman approuverait. Jeanne, ta mère était une investisseuse redoutable. Elle serait fière. 3 jours plus tard, le groupe Dubois Restauration a accepté mes conditions. L'annonce officielle a été publiée le lundi, le GDR souhaite la bienvenue à Sophie Dubois au sein du conseil d'administration en tant qu'investisseur principal et conseiller stratégique. Les publications de l'industrie se sont régalées. Une fille sauve l'entreprise de son père avec un investissement de plusieurs millions d'euros. L'investisseur secret derrière le succès du GDR enfin révélé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne s'agissait pas de sauver l'entreprise. Il s'agissait de ne plus être invisible. Carole a divorcé de papa 6 mois plus tard. Il s'est avéré qu'elle n'était pas intéressée par un mari dont l'entreprise était contrôlée par la belle-fille qu'elle avait essayé d'effacer. Papa et moi prenons un café une fois par mois maintenant. C'est guindé, maladroit. Nous reconstruisons lentement, mais la relation facile que nous avions autrefois a disparu. Peut-être qu'elle reviendra. Peut-être pas. Marc s'est excusé. Vraiment excusé. Il avait été complice de mon effacement, a-t-il dit, parce que c'était plus facile que de tenir tête à papa et Carole. Il est toujours dans l'entreprise, mais maintenant, il me rend des comptes. C'est bizarre pour nous deux. La semaine dernière, la photographe de l'entreprise a appelé pour programmer de nouvelles photos promotionnelles pour le site web. Devrions-nous inclure tous les membres du conseil, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Oui, ai-je dit. Tous les membres du conseil, parce que c'est ce que l'on fait quand on estime les gens. On les inclut. Elle a probablement pensé que j'étais bizarre d'être si catégorique à propos d'une séance photo d'entreprise. Mais je comprenais ce que maman avait essayé de m'apprendre. Une vraie famille ne t'efface pas pour simplifier le récit. Le vrai succès ne nécessite pas que tu sois invisible. Et la vraie richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est de connaître sa valeur et de ne jamais laisser personne te convaincre que tu es une complication dans ta propre histoire.